Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on s'enflamme pour Stéphane Parez-Edo. Ça va Stéphane? Tu vas bien? Bah ouais, impec. Installe-toi dans ce beau canapé, ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous Stéphane. Je te présente rapidement pour nos téléspectateurs. Tu as 31 ans, tu es un cadre de l'équipe de France de rugby à 7 depuis plus de 10 ans. Et le 27 juillet 2024, tu es devenu champion olympique de ta discipline. Question rituelle dans l'émission, la dernière fois que tu t'es enflammé. Pas obligatoirement sur un terrain, hein. Ça peut être dans la vie de tous les jours. Là, dans le train tout à l'heure, je pense que le café il a fait effet, donc du coup je lui ai envoyé des messages à ma copine d'ailleurs, je voulais crier, etc. Bon, je ne l'ai pas fait, mais en moi je me suis enflammé terrible. D'accord, t'es un peu comme ça dans la vie en général, t'es un poil hyperactif. Ouais, je suis hyperactif et très sanguin, donc parfois je pète. J'ai deux câbles qui se touchent et là ça y est, c'est fini. Bah tu sais quoi, t'es au bon endroit, l'émission s'appelle On s'enflamme. Donc ce que je te propose, c'est qu'on allume le feu ensemble. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on va allumer le feu. Alors Stéphane, toi t'es né à Paris. Très tôt, ton père part travailler en Espagne. Toute la famille le suit. Et c'est au lycée français de Madrid que tu vas découvrir plusieurs disciplines. Donc l'athlétisme, la natation, le taekwondo et évidemment le rugby. Le rugby, bien sûr. Et bah ouais, ça a été, je vais pas dire une évidence, mais en fait moi j'ai choisi ces sports-là parce que sur chaque colonne du préau qu'il y avait en primaire, il y avait une feuille avec un dessin qui représentait chaque sport. Donc il y en avait plein d'autres et du coup j'ai choisi ceux-là parce que j'adorais le dessin. Ok. Juste petite précision, lycée français de Madrid, les gens vont se dire lycée, t'étais déjà grand, mais non, hein, c'est de la maternelle jusqu'au lycée, c'est ça? Ouais, exactement. Donc là, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 6 ans, je suis rentré au CP au lycée français, je suis parti en CE1, Ok. donc je suis revenu en France en CE2. D'accord. Bah justement, ce retour en France, on voit des très belles images de toi plus jeune, hein, t'as bien grandi. Donc le retour en France, tu fais un parcours assez classique, disons, dans le rugby à 15, hein, sport-études, centre de formation, pôle France, équipe de France U20. Et puis à un moment donné, tu vas découvrir le rugby à 7, j'ai envie de dire plus pour dépanner finalement. Il y avait des blessures un peu dans le groupe et c'est là que l'aventure débute. Ouais, c'est ça. Alors le rugby à 7, je le connaissais un peu avec le comité de Paris, Île-de-France, etc. Mais vraiment, le rugby à 7 professionnel, je le découvre quand je suis à Marcoussis pendant le pôle France. Le rugby à 7, l'équipe de France de rugby à 7 a besoin d'un peu plus de joueurs parce qu'il y a une hécatombe et en fait, ils me testent sur le premier tournoi qui est à Wellington. Qui était à Wellington à l'époque. Et là, je suis piqué et j'arrive plus à en ressortir, quoi. Et il me semble que sur ce premier tournoi à Wellington en Nouvelle-Zélande, tu marques un essai de 95 mètres, je crois. Alors, non, c'est pas ce tournoi-là. C'était quand, ça? C'était le tournoi juste après à Tokyo. Ok. C'était un très beau souvenir. C'était face à l'Afrique du Sud. Ouais. En demi-finale, à l'époque, les demi-finales se faisaient très, très, très rares. Ouais. En fait, il y a une récupération de balle. On récupère un ruck à 5 mètres de notre ligne et le ballon est écarté sur Vincent Inigo. Il me fait une chistera en croisée. Et là, en fait, j'ai tout le terrain à remonter en demi-finale face au Sudaf. Là, je me déchire et en plus, à ce moment-là, j'ai des crampes au mollet au niveau de nos 40 mètres. Et là, je tente de faire un pas de loi pour essayer de tromper un peu l'adversaire. Ça marche parce que je réussis à mettre un raffut en même temps. Et voilà, avec un peu de chance, j'arrive à glisser les 5 derniers mètres parce que le terrain était trempé, il pleuvait. Et quand je me fais plaquer, j'arrive à glisser et il ne fallait pas un mètre de plus parce que sinon c'était cuit. Et du coup, c'est quand? Alors, c'est après le premier tournoi en Nouvelle-Zélande ou après le deuxième à Tokyo que tu te dis moi, le rugby à 7, c'est bon, je vais en faire. Le rugby à 15, une page se tourne, je veux vraiment rester dans cette discipline. Mais c'est à Tokyo. Après Tokyo, vraiment, là, je commence un peu à engranger de l'expérience. Je vois qu'on fait pas mal de voyages. Et c'est vrai que à ce moment-là, à Tokyo, après le tournoi, le manager de l'époque, Jean-Claude Scrella, vient me voir un peu à part au moment où
où on buvait une bière tous ensemble, la traditionnelle bière après tournoi. Bon, là, c'était pas encore la troisième mi-temps, mais voilà, c'était histoire d'allumer la flamme. Ouais, voilà. Et voilà, à ce moment-là, il me prend un peu à part et il me dit bah, voilà, est-ce que tu serais prêt à venir avec nous, on aimerait bien te garder. Et à l'époque, j'étais encore avec le Racing. Donc ça a été un choix un peu difficile, mais je regrette absolument pas. Tu m'étonnes, ouais, je pense que tu ne regrettes pas en effet. Je t'ai demandé avant l'émission tes sources d'inspiration plus jeunes. Tu m'as cité 3 athlètes, Ladji Doucouré, Roberto Carlos et Vincent Clerc. Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui tu te rends compte que toi aussi tu es devenu une source d'inspiration pour tu vois, des jeunes settistes qui découvrent la discipline? Est-ce que ça tu t'en rends compte ou pas forcément? Non, pas trop. Franchement, je t'avoue que c'est encore loin pour moi, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui quand ils parlent de rugby à 7, ils assimilent mon visage, ou plutôt mon chignon au rugby à 7. Mais non, après, là, on parle de Roberto Carlos, Ladji Doucouré. Au sein de ta discipline. Oui, au sein de ma discipline, c'est peut-être le cas, ouais. Et tu te retrouves parfois, tu vois, je pense à des petits jeunes qui arrivent en équipe de France de rugby à 7. Est-ce que tu te vois un peu en eux, tu vois, dans leur manière d'aborder des compétitions, de gérer les entraînements, plein de choses? Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien observer justement les mecs qui viennent du rugby à 15, ouais. Leur premier tournoi. Et à la préparation du premier match, mais en fait, c'est lunaire parce que ce que tu vis au rugby à 7 pour la préparation de ton match, tu le vis pas du tout au rugby à 15. Tu vois, au rugby à 15, c'est très focus. Parfois, il n'y a pas forcément. C'est très silencieux, tout le monde a ses écouteurs ou alors il y a un fond musical, mais c'est très sérieux. Nous, au rugby à 7, parfois, on partage le vestiaire avec 2 ou 3 équipes, quoi. Donc, c'est plutôt une ou 2 équipes, mais voilà, parfois, tu as la musique de l'adversaire qui est déjà en marche, donc tu t'écoutes ce qu'il écoute. Et en fait, tu es obligé de vivre comme ça. Et en même temps, si tu te remontes comme un coucou avant chaque match, quand tu en as 3 dans la journée, je peux te dire que tu finis cuit bambotos. Mais cette ambiance-là, partager le vestiaire avec les adversaires, au début, les premières fois, ça doit être un peu déconcertant, déstabilisant. Ah ouais, clairement, c'est ça. En fait, tu es là, tu regardes les adversaires, tu te dis, mais attends, mais comment ils se préparent? Bon, après, c'est pas forcément tes adversaires directs que tu as dans ta poule, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où, au tout début, moi, je me souviens à Wellington, je me souviens très bien du vestiaire. Par contre, je ne sais plus quelle équipe était à côté, mais moi, je me focalisais sur mes coéquipiers et je me disais, mais attends, les mecs, ils ont la banane, ils sourient. Ouais. Les gars, on va jouer un match, quoi. Et en fait, je me suis mis dans un coin, je me suis remonté la pendule. Et en fait, au bout du deuxième match, je me suis dit, OK, bon, essaie de travailler sur toi, faire en sorte que le stress, tu arrives à l'évacuer autrement. Et en fait, avec la musique, l'énergie qu'il y a, le fait de pouvoir parler avec les mecs, parce que les mecs restent ouverts, à un moment donné, tu arrives à évacuer le stress différemment. Ouais, c'est important. C'est quoi ton rôle exactement sur un terrain, le style, la patte Parez? Moi, on m'a souvent décrit comme quelqu'un qui lâchait rien. En même temps, c'est un peu mon taf sur le terrain. Je suis le dernier rempart avant que l'adversaire puisse marquer un essai. Et en même temps, j'ai des qualités physiques qui ne me permettent pas de déposer tout le monde. Donc, il faut que je m'accroche dans ma course si je veux marquer un essai. Tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Je me fais rattraper. Et en fait, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours eu l'impression que quelqu'un était au bout du terrain et qui tirait le tapis centimètre par centimètre pour pas que j'aplatisse le ballon, tu vois. Que au rugby, ça, ou même dans la vie en général, dans les choses que tu entreprends, non. Aussi et toujours. Ouais, par contre, je suis perfectionniste et parfois ça peut être un vilain défaut, mais non, j'aime bien aller au bout des choses et essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque fois, quoi. Bon, Stéphane, on s'enflamme, on va parler des Jeux Olympiques. Ton premier souvenir des Jeux, première édition que tu as suivie, un truc qui t'a marqué? Je te dirais, c'est le premier match de l'équipe de France à Rio, du coup, face à l'Australie. Il y a une action qui m'a marqué et celle-là, je pense que je l'aurai toujours et c'est une action qui terminait pas et c'était très très dur. Ça, on va y revenir. Okay. Mais le premier souvenir, vraiment, des jeux quand j'étais gamin. À la télé, gamin.
C'est dur, il y en a pas mal. Et puis en même temps, je pense que je saurais pas dire laquelle était, tu vois, laquelle était première. Ouais, non, par contre, il y a une athlète qui m'a bien marqué dans sa façon de se préparer avant de sauter en longueur, Eunice Barber, où elle s'est lancée un peu en arrière comme ça. Et je pense que ça, c'est le premier souvenir que je dois avoir aux Jeux Olympiques. Eh ben, tu sais quoi, Eunice Barber, on va en parler un petit peu dans cette émission. Thomas Signéki va nous en parler, il va faire son entrée en plateau tout de suite. Sous les applaudissements. Ah oui, il était plus là. Je t'ai vu hésiter. Bonjour Lucien, bonjour Stéphane. Salut Thomas. Bonne année, meilleurs vœux tant qu'il est vrai. encore temps. Oui, tout à fait. Eunice Barber. On va aller parler de Eunice Barber et de ce côté complémentarité. Justement, moi, ça m'a donné l'idée. Eunice Barber, finalement, c'est un petit peu comme le passage du rugby entre 7 et 15, avec le côté heptathlon, avec tout ce côté multidisciplinaire. Ça te parle un peu, bon là, on va un petit peu loin dans le développement entre les disciplines, mais il y a un petit rapprochement de ce côté multidisciplinaire comme ça. Il n'y a pas qu'en rugby, il y a aussi dans d'autres sports comme ça, en fait, où on touche à tout. Ouais, c'est clair. Après, le rugby, c'est vrai que c'est un sport qui est hyper complémentaire, qui est complet. Et c'est vrai que nous, déjà, on s'appuie beaucoup sur la lutte, la boxe et d'autres disciplines, le sauvetage côtier, etc. Même la danse. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un gros parallèle. J'avais jamais fait. Merci de me le faire remarquer. On aurait pu penser à Kevin Mayer, mais c'est vrai Bien sûr. Eunice Barber, bien sûr, si toi en plus ça te parle personnellement, c'était l'occasion de. Alors, bon, évidemment, c'est Antoine Dupont qui a popularisé ça au maximum sur le passage rugby 15-7, mais pour toi, tu ne l'apprends pas, bien évidemment. On a vu un profil aussi là, qui se dégage, c'est Amandine Bouchard. Tu as suivi ça, Ouais. la judokate qui est en train de faire une double carrière au rugby. Alors ça c'est encore plus exceptionnel, encore plus extraordinaire. Ouais, non, c'est clair, ça c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de judokas qui viennent au rugby, mais plus jeunes quand même. Et ça a toujours fait des très bons plaqueurs. J'ai pu la voir un peu en action. Elle n'a pas peur du contact et c'est ça qui est hyper intéressant parce que c'est souvent ça, quand tu commences le rugby un peu tard, c'est un peu ça qui peut pêcher. Et elle a l'air de courir vite, elle a le contact. Il lui manque plus qu'une dextérité technique, mais voilà, sur une position à l'aile, elle peut peut-être faire l'affaire. Après, à voir, parce que le niveau des féminines au rugby à 7, quand même, elle a une grosse concurrence, mais elle a raison de tenter, et je pense qu'elle serait idiote de s'en priver. Pour l'instant, c'est à 15, hein, c'est ça, elle est au Stade Français, c'est bien ça, ouais. Deuxième division, me semble-t-il, mais avec son projet de faire Los Angeles 2028 à 7, hein, ça, elle l'a déjà dit. Hein. Ouais, c'est ça, et je pense que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, il y a plein d'athlètes qui le font, des sprinteurs qui font 100, 200 mètres, et ouais, non, il faut le faire. Il faut le faire. Si elle a la capacité de le faire, il faut qu'elle le tente. Ça te plaît, toi, ça te parle, t'en parlais justement avec Lucien. Ouais, clairement. Toutes les disciplines touchées à tout, c'est... Ah clairement. Là, on a vu qu'en 2028, il y a le football flag. Oui. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être totalement complémentaire avec le rugby à 7. Alors après, à voir au niveau du timing de compétition et comment ça se fait. Mais ouais, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et je ne serais pas surpris de voir des joueurs de rugby tenter leur chance au flag. Ouais. On verra si Amandine Bouchard devient Antoinette Dupont. Bon, non, alors là, elle Pas mal. serait à un niveau vraiment incroyable de passer du judo au rugby si jamais elle y parvient. Ouais, c'est vrai. Ouais, on a vu comme ça, c'était une sprinteuse, son nom m'échappe, qui a fait du bobsleigh finalement. Oui, beaucoup de sprinteurs se mettent au bobsleigh, font jeu d'été en sprint et jeu d'hiver bobsleigh. Nous, on a un joueur qui a été approché justement. Ah ouais ? Ouais, pour une autre nation par contre. D'accord. Du coup, ça s'est pas fait. On peut savoir qui ou pas ? Antoine Zegdar, D'accord. qui lui habite à Monaco. Oui. Et du coup, il a été approché pour être le puncher. Je ne sais pas trop si c'est vraiment le terme. Ouais. Mais voilà, comme c'est quelqu'un de très puissant, il aurait pu amener un peu de puissance à un bobsleigh. Donc pousseur au Monaco. bobsleigh, hein, c'est le terme pousseur. Ouais, le pousseur. Ouais, le pousseur. Peut-être pour remplacer le prince Albert alors, parce que c'était c'était sa discipline. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Incroyable. Tu vois, dès qu'on parle de. C'est marrant, les passerelles entre les disciplines comme ça. Après, bon, bah, voilà, si on revient au rugby, évidemment, je ne vais pas te l'apprendre, mais il y a des noms qui Virimi Vakatawa, évidemment, tu connais mieux que personne. Julien Candelon, un petit peu plus historique. Terry Bourawa, voilà, au niveau français, bien sûr. Et au niveau international, Sonny Bill Williams, excellent athlète aussi. Hein, il a des perfs. Bon, il n'y a rien de encore très officiel. Hein, j'ai regardé sur vraiment des 100 mètres, contrairement à Cheslin Colby, qui a été chronométré en 10,70 au 100 mètres. Ah ouais, il a été chronométré, ok. Ouais, et de manière plus officielle que Sonny Bill Williams, pour le coup, parce qu'il a fait un tout petit peu plus d'athlétisme avant que ce soit... Tu connais ton temps au 100 mètres ou pas? Non. Non. Non, nous on fait des cellules, enfin à l'époque on faisait des cellules et on s'arrêtait à 80 mètres. Ok. Non. J'ai pas envie de le savoir. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et ça te donne envie de faire quelle discipline, toi? Ça te donnerait envie? Bon, t'en avais déjà parlé un petit peu avant, mais maintenant, parce qu'en fait, là, on vient de citer quand même il y a du monde. des sports complètement divers. On est même parti sur le bobsleigh que j'avais même pas noté. C'est vrai. Tu vois, Ouais, non, je t'avoue que je sais pas trop. Je t'avoue que le beach volley, j'aurais bien aimé, mais je suis pas forcément pas assez grand. Petit manque de taille. Il y a un petit manque de taille. Bon, écoute, c'est comme ça arrive. Ça dépend. Pas obligé d'aller. Si au beach volley, t'es obligé d'aller au filet. Quand même. Je pense, ouais. Surtout en plus, tu peux pas faire libéraux. C'est à deux, tu sais, donc. Tu peux faire libéraux en volley classique. C'est ça. Je crois que Grebenikov prend sa retraite, en plus, on vient de l'apprendre. Oui. Parfait. Voilà, c'est parfait. Je c'est suis dispo, les gars. Si vous regardez ça, moi, je suis dispo. Voilà. Après Los Angeles, ou alors tu cumules les deux, volley et rugby à 7 à Los Angeles. Nous c'est sur un week-end, donc après, le reste du temps, je suis prêt. Et pour finir sur le côté multidisciplinaire, Lucien, on a parlé de l'athlétisme, Carl Lewis en athlétisme évidemment, qui lui faisait sprint et longueur, Michael Phelps en natation, par exemple, qui bien sûr a fait toutes les nages avec le succès qu'on connaît, Mathieu Van Der Poel, l'occasion de refaire un petit coucou à Julien Absalon qu'on a eu il n'y a pas si longtemps, on avait parlé de cette complémentarité vélo de route cyclocross. Pareil, ça fait partie des... Conor McGregor, j'avais noté aussi, mais ça c'est juste pour son sport. Oui, tu as raison. Toi aussi, les techniques de combat, de lutte, évidemment, le MMA, quoi de mieux que le MMA, c'est dans le nom, les Mixed Martial Arts. Exactement. J'ai travaillé mon accent pour 2026. C'est parfait. Merci. Ou en ski aussi, on a noté un petit peu de ski, Body Miller ou Michaela Schifrin, par exemple, deux des plus grands champions de l'histoire, qui ont gagné en slalom et en descente. Et donc ça, en ski, c'est pas banal du tout, de classe un champion. Voilà, donc la pluridisciplinarité. C'était dur à dire et tu l'as très bien dit. Bravo. Bravo. Voilà, c'est pas que le rugby, et c'est vrai que c'est intéressant, toutes ces ouvertures de. C'est vrai. On savait qu'on trouverait un client en la matière pour parler de ça. Magnifique. Voilà. Thomas, on te remercie, tu as peut-être donné des idées à Stéphane. Le volet, on va suivre ça. Oui, bien sûr. Voilà, une place se libère, comme tu l'as dit, et toi, par contre, ta place, on la conserve pour une prochaine fois dans l'émission. Ça, c'est Ok. gentil. Je reviens alors. C'est parfait. Allez, merci. Bonne continuation à vous deux. Merci à toi. Justement, on va continuer à parler des Jeux. Stéphane, le rugby à 7 a fait son entrée donc, aux Jeux Olympiques pour la première fois en 2016. Toi, tu t'es qualifié avec l'équipe. Ça fait quoi de se dire qu'on va faire partie de la première génération de settistes olympiques? Est-ce qu'on le réalise tout de suite? Est-ce qu'on se dit on va un peu marquer l'histoire finalement de notre discipline? Alors à l'époque, j'étais bien jeune et je pensais pas à ce genre de choses, à marquer le sport. Mais quoi alors dans ta tête c'était kiffer l'instant présent? Ouais, c'était plus de me dire je vais découvrir ce que c'est que les Jeux Olympiques. Et en fait l'erreur qu'on a eue aussi, et que j'ai eu aussi, c'est de pas se dire on y va pour gagner. Et plus on y va pour kiffer. Et en fait, c'était pas forcément pour kiffer, mais c'était déjà je suis trop heureux, je suis sélectionné, je fais partie de l'équipe qui y va. Je découvre les Jeux Olympiques, trop bien. Ouais. Et après, on donnera notre maximum en compétition et advienne que pourra. Mais du coup, on n'était pas avec un mindset à les feux, on y va pour gagner. On l'a eu un peu trop tard. Justement, on va reparler un peu de la compétition, mais avant ça, parle-moi juste de cette découverte de l'expérience olympique, la cérémonie d'ouverture au Maracana, le village olympique, des étoiles dans les yeux, je suppose, tu devais en avoir plein, des millions, des milliers. Ah ouais, non, c'est clair. Avec le staff, le staff a décidé de faire en sorte qu'on arrive assez tôt à Rio
mais pour faire ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait faire un peu tout ce qui était touristique, etc. Pour pas qu'on ait un manque pendant les Jeux en se disant bah mince, on est à Rio, j'aimerais bien sortir, voir ce qui se passe à droite à gauche. Donc on a fait tous les sites touristiques, donc le Corcovado, on a vu le Maracana, on a fait quoi? On a fait Copacabana, on a visité une favela. Ouais. Et en fait, voilà, après, on est arrivé au village olympique. Là, tu découvres, tu as des bâtiments de partout et tu te dis, ah, ok, d'accord, donc c'est ça. Tu as les maisons sur des drapeaux qui identifient chaque bâtiment. Et donc là, tout de suite, forcément, instinctivement, tu te dis, bon, où est celui de la France? Tu le vois, ces 2 grands bâtiments, c'est la classe, tu vois. Et il y a déjà quelques athlètes qui sont déjà là, quoi. Donc tu prends possession un peu des lieux, tu découvres que c'est des... Nous, on a l'habitude d'être en chambre dans des hôtels, 2 par chambre. Là, c'est des appartements. Et en fait, tu as 4 appartements sur un étage. Donc tu as quasiment toute l'équipe qui est sur le même étage. Donc, je crois que c'était sur 2 étages. Et donc, du coup, voilà, c'est bon. Et en fait, c'est l'heure d'aller manger. Et là, tu arrives à la cantine, mais c'est monstrueux. Ouais. C'était une espèce de tente, mais gigantesque, mais vraiment gigantesque. Limite un peu perdu, quoi. Ouais. Et en fait, tu fais le temps de faire tout le tour. Je pense que le premier jour, j'avais même pas fait tout le tour de tous les stands parce qu'il y en avait tellement que je me suis dit bon, à un moment donné, il va falloir que je mange parce que. et en fait, c'était énorme. Enfin, on a vu Nadal s'asseoir sur une table à côté. Tu vois, enfin, C'était vraiment chouette. D'ailleurs, Nadal, je l'ai revu aussi à Paris. Incroyable. Avec Alcaraz, c'était vraiment chouette. Tu gères comment ça, toi, en tant que petit jeune qui découvre aussi les Jeux? Est-ce que tu es vraiment en mode fan et tu es à 2 doigts, tu vois, d'aller lui parler, de lui demander une petite photo, un truc, ou tu restes quand même à distance en te disant, bon allez, je suis quand même un athlète aussi, j'ai ma place ici, je gère un peu la chose? Ouais, j'étais jeune, donc j'essayais de rester avec le groupe. Ouais. Je faisais pas trop de... Enfin, je divaguais pas trop, tu vois. Donc, non. Et puis, à l'époque, sortir son portable pour faire un selfie, c'était rare quand même. Oui, c'est vrai. En 2016, on est il y a 10 ans. En 2016, c'était pas encore hyper démocratisé. T'as raison de le rappeler. Ouais. Mais non, ouais, bah, je le quittais pas des yeux. J'essayais de le regarder un peu du coin de l'œil, voir ce qu'il... Ouais. Alors que... Non, là, il mangeait, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Mais ouais, non, c'était... Asafa Powell aussi. C'était dingue. Et Asafa Powell à la fin des Jeux, à la fin des Jeux, au McDo. Croises, voilà, dans un lieu un peu insolite. Exactement, c'est ça. On rentre de soirée après, du Club France d'ailleurs, qui était incroyable à Rio. Et on rentre au village olympique et une petite dalle qui s'installe, tu vois. Donc on va au McDo qui était dans l'enceinte du village olympique. Et en fait, tu fais la queue. Et là, je me retourne et là, je me retrouve nez à nez avec Asafa Powell, quoi. Et là, je me dis, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue parce que je connais un peu l'athlétisme, je connaissais l'athlétisme un peu à cette époque-là. Forcément, j'ai baigné un peu dedans et je suivais un peu les grandes stars, etc. Et Asafa Powell, c'était incroyable, quoi. Et là, de le voir au McDo, c'était incroyable. C'était dingue. Et alors, il y a un petit truc aussi. Moi, j'ai été au McDo il y a pas si longtemps et je me suis dit, c'est de plus en plus cher. Aux Jeux Olympiques, en tout cas à Rio, il n'y avait pas ce problème, Stéphane. Non. Pourquoi? McDo était partenaire, je ne sais pas s'ils le sont toujours, mais ils étaient partenaires officiels des Jeux Olympiques. Et du coup, le McDo était gratuit. Celui qui était dans le village olympique était gratuit, donc pour les athlètes. C'était free, quoi. Donc, gratuit, illimité. Illimité, forcément. Donc quand on revenait du McDo dans les Pioles, on avait 5-6 sacs remplis et on amenait ça et on était un peu le maître du village qui donnait à manger à tout le monde, tu vois. Ouais. C'était assez drôle. Alors, McDo n'est plus sponsor des JO, hein, mais de toute façon, c'est trop cher comme Quick, comme Burger King. Et voilà, McDo, je précise aussi, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Hein, à consommer avec modération. Exactement, voilà. Donc, parlons un peu du sportif aussi. Vous perdez en quart contre le Japon, une défaite frustrante, 12-7. Ouais. Puis vous battez les Australiens pour la place de 7. L'état d'esprit du groupe, à la fin de la compétition, c'était quoi, Stéphane? Dépité, frustré
quand même assez fier d'avoir représenté la France à ses premiers Jeux pour le rugby à 7? Ouais, bien sûr. Après, comme je t'ai dit, je pense qu'on a commencé à y croire après le premier match face à l'Australie. Et en fait, le fait que ça s'arrête en quart de finale face au Japon, qui était peut-être l'un des meilleurs tirages pour nous, c'est hyper frustrant. En plus, on perd à la dernière seconde. Je me revois encore en train de ramasser la balle parce que c'était juste au milieu des poteaux. Et je ramasse la balle, j'essaie de demander au botteur japonais de botter avant la fin du temps réglementaire pour que le match puisse continuer. Et forcément, il ne l'a pas fait, mais j'étais dépité. Je l'ai supplié pendant les 15 secondes qui restaient et c'était affreux. Franchement, c'était affreux. Après, avec du recul, on a fait un beau parcours. Je pense qu'on aurait peut-être pu atteindre les demi-finales et pourquoi pas peut-être une médaille, mais je pense que ça aurait été, ça aurait pas été volé, mais au vu des années qu'on a passées, c'était pas forcément notre place. Ouais. Après, une compétition comme ça, il peut tout y arriver, donc. Et c'est ça la magie du sport. Donc ouais, non, un peu de regret forcément, beaucoup de frustration, mais on apprend beaucoup de choses et du coup sur les prochaines Olympiades, c'était essayer de ne pas revivre ces déceptions-là, quoi. Tu l'as dit, le sport parfois est dur. Après Rio, la prochaine étape c'est Tokyo. Ouais. Alors, se qualifier au jeu, c'est pas simple. Il y a 3 opportunités pour se qualifier. La première, c'est le classement mondial. Les 4 meilleures équipes du classement sont qualifiées directement pour les Jeux. Vous n'en faisiez pas partie. La deuxième, c'est la qualification continentale. Donc chaque continent organise son propre tournoi. Une seule équipe par continent décroche son billet. Ça, d'ailleurs, c'est une compétition qu'on a diffusée à l'époque sur Sport en France. Vous perdez en finale contre l'Angleterre. Ouais. Et donc, vous avez une 3e et dernière opportunité de vous qualifier, c'est le repêchage mondial. Donc c'est toutes les équipes qui n'ont pas encore réussi à se qualifier, qui disputent un tournoi. Il faut déjà se qualifier pour ce tournoi-là. Déjà se qualifier. C'est les 2 et 3, deuxième et troisième de chaque tournoi de continentaux qui vont justement au repêchage. Voilà, donc c'est vraiment très très difficile de se qualifier. C'est la dernière chance, Monaco. C'est ça. Voilà, donc vous faites un bon tournoi, vous vous qualifiez en finale. Il faut gagner ce match face à l'Irlande. Ouais. Vous menez à la pause. Ouais. Et finalement, c'est l'Irlande qui repasse devant en seconde période et qui gagne le match. L'instant où il y a le coup de sifflet final, où tu réalises, je ne sais pas d'ailleurs si tu le réalises tout de suite, mais que vous n'irez pas au jeu, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu le réalises. Hein. Ouais. Quand tu entends les Irlandais crier de joie, tu le réalises tout de suite. Ça te met un coup de massue derrière la tête. C'est très très dur et c'est quoi, t'as envie de pleurer? Ah oui, tu pleures. Moi en tout cas, on refait 10 fois ce match. Si on le repère 10 fois, je pleure 10 fois. Mais ouais, ça a été très très très, très dur et sur beaucoup de temps. Après, on a eu de la chance parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques qui étaient un mois après. Donc vraiment, pendant un mois, j'ai ruminé ça. Enfin, c'est très difficile de ruminer. Je pense que c'est la plus grosse déception de ma vie, que ce soit personnel comme professionnel. On n'a pas réussi à faire le match parfait, chose qu'a réussi à faire l'Irlande. Et ils ne l'ont pas volé, ce match-là. Ils ont réussi à nous contre-attaquer, à nous contrer sur nos attaques. Mais il y avait tellement la place. Et même à Colomiers, il y avait il y avait la place, mais on avait... on a vécu déception sur déception et ça a été très dur. Ouais. Mais bon, heureusement que j'avais un entourage qui était présent et qui m'a vraiment très bien aidé. Ce qui est dur aussi dans un sport collectif, tu le sais mieux que moi, c'est que parfois on peut être très bon et l'équipe pas forcément. Toi, là, tu étais dans une phase, quand on parle de ce repêchage mondial et même avant, où tu étais en pleine bourre. Tu jouais vraiment à un niveau très très élevé. Ça a été encore plus dur, ça, à encaisser, de te dire, moi je suis presque dans la forme de ma vie, en tout cas à l'époque, et on ne va pas se qualifier pour la compétition la plus prestigieuse du monde. Ouais, Colomiers, c'était encore plus le cas.
franchement, je sentais que j'étais un peu sur un nuage. J'arrivais un peu à débloquer quelques situations. Je sentais que j'étais vraiment en symbiose avec l'équipe. Et effectivement, le fait de se dire, bon, bah, enfin, je voyais un peu toute l'équipe. On prenait conscience de certaines choses qui nous faisaient performer et être meilleurs sur le terrain. Et ouais, en fait, c'est hyper frustrant parce que, et je n'arrête pas de le penser, c'est-à-dire que je pense que si on se qualifie à Tokyo, il y a une grande chance qu'on revienne avec une médaille. Après cette défaite contre l'Irlande, dans le vestiaire, est-ce que tu as des souvenirs c'est le silence total ou est-ce qu'un des joueurs prend la parole? Si oui, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'était totalement déstructuré. On n'est pas rentrés tous ensemble au vestiaire. Il y en a enfin, chacun allait voir un peu ses proches autour du terrain. C'était très dur. Et après, dès qu'on se retrouve tous un peu dans le vestiaire, un chaos, quoi. C'était, on plie bagages et on rentrait à l'hôtel, mais sans aucun bruit. Ouais. Ça crée de la tension un peu aussi ou pas? On s'engueule, tu sais, on essaie de trouver des réponses à toutes les questions, à comment en fait vous avez pu laisser échapper ce match, ce billet pour Tokyo. Cette fois-ci, on l'a pas extériorisé. On s'est dit, enfin, il y a juste le coach qui avait parlé et qui a dit qu'on était passé à côté, qu'on peut que s'en prendre à nous-mêmes. Mais entre nous, on est resté bienveillants. Alors peut-être que forcément, on peut avoir des pensées sur certains détails du match. Moi, je sais que j'ai pas fait que des choix parfaits sur la finale. Mais voilà, il reste encore un peu une ambiguïté. Tu vois, je sais pas trop encore s'il y a des joueurs qui m'en veuillent pour certaines actions. Mais voilà, c'est le jeu et en même temps, après ça, il y a eu un renouveau. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis à la retraite, d'autres qui ont arrêté. Et il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés et ça fait un bien fou. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, tu as quand même été champion olympique de cette discipline. Quand tu me parles là, de cette période, de cet échec de Monaco privé de Jeux de Tokyo, je sens encore dans tes paroles, dans la façon dont tu t'exprimes, que c'est dur, que la plaie elle est encore bien ouverte. Ah mais clairement. Bah, c'est quelque chose sur lequel ouais, je peux m'appuyer de temps en temps, tu vois, quand je sens que c'est très dur, qu'on fait un peu fausse route ou que je commence un peu à délaisser un peu ce qui est très, très important, voire vital pour de la performance collective. Et ouais, c'est quelque chose. Ouais, j'aime bien un peu me le rappeler de temps en temps, même si aujourd'hui ça n'a pas forcément le même effet qu'il y a quelques années. Mais ça m'a aidé à rebondir et j'ai appris de mes erreurs et ça m'a donné une hargne et une volonté de retourner à l'entraînement démesurée. On va parler de quelque chose de très positif maintenant. Paris 2024. Voilà. On rentre dans le positif. Déjà, Paris, vous êtes directement qualifié, hein, pays hôte. Ouais. Ça, je suppose que pour le groupe, alors tous, très peu finalement, ont vécu cette désillusion, ce traumatisme de Tokyo 2021. Mais toi, tu l'as vécu. Donc d'être directement qualifié pour les Jeux, ça devait être un soulagement, mais ah ouais, incroyable. C'est clair. Après, le jour où il fallait se qualifier, donc un an avant les Jeux, on fait partie des 4 premiers. Ouais. Donc on se serait qualifié malgré tout. Mais c'est sûr que quand tu pars et que tu commences à te construire, tu n'as pas ça à penser. Et Dieu sait que le championnat européen, pour se qualifier, si tu ne fais pas partie des 4 premiers et que tu dois être champion d'Europe, le championnat européen, il est très élevé. Je pense que c'est le tournoi continental qui est le plus élevé. Et on est content de ne pas avoir eu à faire ce tournoi. Ouais. C'est clair. Alors avant Paris, tous les feux sont au vert. Hein. Une 3e place à Vancouver, un titre à Los Angeles, la médaille d'argent à Hong Kong et le Graal, une victoire à la grande finale du Seven Series, un titre de champion du monde en fait, hein, à Madrid. Ouais. En plus, un petit peu chez toi aussi, tu y as vécu un petit peu, on en a parlé en début d'émission, contre l'Argentine. Ouais. Vous les connaissez par cœur les Argentins, en plus tu marques un essai en finale. C'est le début du rêve là déjà. Là tu te dis, wow, c'est extraordinaire, c'est une première étape.
Ah ouais, c'est clair, c'est une première étape. Mais elle a commencé à Los Angeles, Ouais, déjà. comme tu as dit, mais ouais, en fait, à Los Angeles, on débloque le premier tournoi gagné depuis plus de 19 ans. Et en fait, ça faisait des années qu'on commençait un peu à monter en puissance. Et je me souviens très bien, en début d'année, en début de saison, on fait pas forcément un très bon début de saison. Et au bout du 3e tournoi, je vais voir Jérôme, qui était notre coach. Et je lui dis, mais Jérôme, franchement, j'en ai ras le cul de perdre, tu vois. Genre, on n'est pas loin, on perd des quarts de finale contre ceux qui gagnent des tournois. Et on n'est vraiment pas loin. Je sens que c'est des détails, quoi. Avec l'expérience, etc. Je me dis, c'est là, quoi. Mais tu sais, je commençais un peu à baisser les bras et tout. Et il me dit, mais Steph, crois-moi, cette année, on va se payer. Et quelques mois plus tard, on gagne Los Angeles. Donc là, c'était génial. Émotionnellement parlant, c'était un soulagement de dingue. C'était fou. Et en fait, comme un peu une continuité, il y a eu ce championnat, la phase finale du championnat à Madrid. Moi, j'étais comme une balle. Je m'étonne. J'étais en forme. Et puis en plus de jouer à Madrid, ça avait énormément de sens. La semaine juste avant, on s'entraîne au lycée français de Madrid. C'est juste T'es lunaire. aligné en fait. Tout est aligné pour que ça se goupille bien, quoi. Il y avait Antoine Dupont et l'équipe, elle était incroyable. Et en fait, ça se passe super bien. On tombe en finale face à l'Argentine. Comme tu dis, on les a joués pendant toute la saison et ça a été très difficile. Ils ont été très bons. Je pense que ils ont fait l'une de leurs meilleures saisons, un début de saison tonitruant avec plusieurs titres, des finales et ça sur 5 tournois. Et là, on arrive à Madrid, on joue l'Argentine. On sait qu'ils ont eu un petit creux en fin de saison, mais ils sont quand même là en finale. Et il y avait beaucoup d'Argentins en tribune, Ouais. Ça faisait du bruit. Et on est content d'avoir pu mettre la clim et entendre des supporters français qui avaient fait le déplacement. Ça faisait vraiment plaisir. Avant même le début des Jeux, il y a eu un engouement dingue autour de la discipline, notamment, et Thomas Signé qui en a parlé, et tu l'as évoqué aussi, l'arrivée d'Antoine Dupont, qui est passé du rugby à 15 au rugby à 7. Quand, au sein du groupe, vous apprenez qu'il va faire cette transition, qu'il va arriver dans l'équipe, comment ça se passe? Parce que tout de suite, il n'y a que de la joie, on se dit c'est super, on a le meilleur joueur de la planète à 15 qui va venir renforcer notre équipe. Est-ce qu'il y a plus l'idée de se dire, si Antoine arrive, il va prendre la place de quelqu'un? Quelle est vraiment son intention aussi? Est-ce que c'est juste un kiff personnel? Est-ce qu'il y a un vrai projet collectif? Comment ça s'est passé? Mais, il l'a déclaré, je ne sais plus trop bien quand est-ce que c'était, mais presque un an avant les Jeux, il avait dit moi j'aimerais bien faire les Jeux Olympiques. Et donc cette annonce, forcément, on l'a vue, on en a parlé avec les joueurs et tout, et franchement, on s'est dit c'est génial et tout. Puis plus les jours avançaient, plus les mois avançaient, et plus on se posait des questions. On se disait mais quand est-ce qu'il va arriver? On n'a pas trop d'infos. Comment il va arriver? Quelle place il va jouer? Et donc il y a eu un peu, on n'en parlait pas tout le temps, mais de temps en temps il y avait ce sujet qui revenait, et c'était assez drôle parce que vraiment on avançait dans le brouillard et notre coach, il voulait pas trop nous en dire parce que c'était quand même assez confidentiel. Il devait négocier avec le Stade Toulousain aussi. Il fallait que ce soit bien fait. Et en fait, ça s'est super bien goupillé. Ça a été très bien fait. Il est arrivé peut-être à mon goût, peut-être un peu trop tard au sein de l'équipe. Mais après, ça se comprenait. Et au final, avec du recul, je trouve que en connaissant le Loustic, c'était pas trop tard, dans le sens où c'est un mec qui apprend énormément, qui est très travailleur, qui apprend très très vite. C'est ça qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est qu'il a une capacité à se concentrer et à ingurgiter des infos qui sont monstrueuses. Et puis après, tu le connais, il est hyper humble, un peu à l'image comme à son image, il est exactement comme ça et hyper talentueux. Donc une fois qu'il est arrivé, on était comme des balles, hyper contents. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que le premier jour où il est arrivé, il ne s'entraînait pas, mais nous, on s'entraînait. Ouais. Et il est arrivé quand on était sur le terrain.
en train de s'échauffer. Et là, il a commencé à nous serrer la main, à tous, Ok. en connaissant nos prénoms. Ah, ok, mais c'est déjà une belle marque. C'est juste ça, je trouve que c'est juste hallucinant. Et je trouve que ça montre un peu l'application du joueur aussi. Et ça, on peut le voir aussi, tu vois, quand on a des jeunes joueurs qui viennent au rugby à 15, qui viennent à 7, bah, parfois ils sont catapultés là-dedans. Parfois, il y en a qui n'ont rien demandé, ils ont juste dit, le club leur a dit, bah, voilà, tu vas partir à 7. Du jour au lendemain, le gamin, il se retrouve avec nous. Mais voilà, lui, c'était quelque chose qu'il voulait. Et en même temps, je pense qu'il a été malin parce qu'il avait vu aussi qu'on était sur une pente ascendante et qu'il pouvait peut-être apporter quelque chose. Mais justement, tu viens de le dire, il y a eu un discours un peu du grand public. Vos résultats ont été attribués en fait à Antoine Dupont. Si tu veux, le titre à Los Angeles, la finale mondiale à Madrid, on s'est dit, bah ouais, mais c'est normal en fait, Antoine Dupont, il est arrivé dans l'équipe. Je parle du grand public. Ouais. Est-ce que ça, quand tu sais tout ce que vous avez construit aussi, tu l'as dit, en plus quand il arrive, vous êtes déjà sur une pente ascendante, est-ce que ça a pu t'offusquer, te saouler un petit peu d'entendre ça c'est l'arrivée d'Antoine Dupont qui entraîne ces très bons résultats? Pas forcément. En vrai, statistiquement, tu l'as évoqué. C'est indéniable. À chaque fois qu'on a gagné un tournoi, il y était. Il y a d'autres joueurs, tu vois, on parlait d'Antoine Zegdar. Antoine Zegdar, avant l'année dernière, il avait un palmarès où, si tu veux, à chaque fois qu'il venait faire un tournoi au rugby à 7, il y avait une médaille. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais parce qu'on était vraiment en pente ascendante et comme je t'ai dit, au bout du 3e tournoi de l'année, on était vraiment à ça de basculer et après avoir gagné, je me suis encore plus rendu compte que c'était vraiment un détail. Mais à chaque fois qu'on a gagné, il était là, il a fait de très très grosses performances, il a vachement apporté à l'équipe aussi et ça c'est indéniable. Mais c'est comme si dans ces équipes qui ont gagné, est-ce que si on enlève un autre joueur, est-ce qu'on aurait gagné aussi? On ne sait pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a quand même beaucoup apporté, qui a marqué des essais aussi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de question à avoir. C'était la bonne solution de l'avoir aussi au sein de l'équipe. Oui, c'est clair. La prépa a été hyper intense pour les Jeux. Hein. On a pu voir des images tournées avec des stages à la mer, avec des sauveteurs côtiers, des exercices dans le sable. Ouais. Pour rester dans l'insolite, on a aussi eu des cours de danse avec une danseuse du Moulin Rouge. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais quoi, Stephen? Il me semble qu'elle a un petit message. Ah, j'adore. Salut, Steph. Écoute, moi, j'aimerais avoir ton sentiment sur une situation lorsque Jérôme Daré et moi-même, nous avons annoncé à l'équipe que des danseuses du Moulin Rouge allaient venir à Martoussis et que les joueurs avaient pour mission de leur transmettre et de leur apprendre la chorégraphie qui j'appelle. Je voudrais que tu racontes ce moment, c'était un très joli moment. Et puis, je me dis, est-ce que tu serais capable de refaire la chorégraphie là, ici, sur le plateau? Sortir de ta zone de confort, c'est quelque chose que tu t'es faire, puisque tu es champion olympique. À bientôt, je t'embrasse. Ah là là. Laure Bontaz, on la remercie. Elle m'a dit que tu n'allais pas être très content quand elle allait te demander de refaire la choré. C'est sûr. Non, la chorégraphie, je suis désolé Laure, mais c'est pas grave. C'est que quand on est en équipe, je peux pas trahir mes coéquipiers comme ça. Je m'en doute. Mais ouais, c'était un super bon moment. Laure, ça fait des années qu'on travaille une chorégraphie, qu'on travaille la danse. Tu vois, juste après... Et ouais, là on la voit. Au Club France. À défaut que je vous la fasse, vous la voyez. T'es un super danseur par contre. Moi j'ai vu des vidéos. Ouais, j'adore la danse. C'est quelque chose. Hein. Non, mais ça c'est quelque chose qu'on a appris. Mais non, c'était juste dingue. Ça nous a apporté énormément de choses. Et aujourd'hui encore, j'apprends encore des choses que ça nous a apporté. Ouais. Ça a été très très long, je pense. On a fait quoi 3-4 ans de danse, tu vois, et cette danse-là, elle n'était pas prédestinée à être sortie. Et c'est pareil, à Jérôme, on lui disait, mais Jérôme,
Et pourquoi on apprend cette danse Ouais. Mais vous verrez, peut-être qu'un jour vous la sortirez. Et après, au fur et à mesure, mais quand est-ce qu'on va la sortir Et bah, vous verrez, ce sera un grand moment, etc. Vous verrez. Et en fait, à Los Angeles, on dit bon les gars, on l'a fait cette danse. Ah non, 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 c'est hors de question, on va se ridiculiser et tout ça. Bon, bah on la fait pas. Madrid, pareil. On l'a fait la danse après avoir gagné, être champion du monde. Donc là, on marque l'histoire, tu vois. Et, non, 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 c'est hors de question et tout. Bon, ok. Et là, à Paris, pareil. Et Paris. Allez, on l'a fait et tout. Oh. Et là, il y a la moitié de l'équipe. Non, 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 c'est hors de question et tout. Et là, tu as Antoine Dupont qui arrive avec son portable à la main. Les gars, j'ai envoyé un message au DJ du Stade de France. Je lui ai dit de mettre la musique. Il va la mettre dans 5 minutes. Énorme. Donc là, on se prépare et tout ça. Et on commence à faire la choré. Et c'était dingue. Mais dedans, il y a plein de choses. Il y a le mapping qui est justement le fait de bien se positionner, qu'on peut retrouver sur un terrain de rugby avant un lancement. Tu as aussi ce climat de bienveillance qu'on a construit dès le début, où en fait les timides jouaient quand même le jeu et faisaient des choses qu'ils n'avaient pas forcément aimé de faire, mais le faisaient pour le collectif. Tu as des leaders qui émanent et en plus, ça nous a permis d'échanger avec les danseuses du Moulin Rouge, découvrir un peu aussi cet environnement du Moulin Rouge, parce on y était allé un peu précédemment. On avait fait la chorégraphie sur la scène du Moulin Rouge, je ne sais pas si tu imagines, mais c'est lunaire. C'est clair. Le Moulin Rouge, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente... tu vas n'importe où dans le monde entier, tu parles du Moulin Rouge, tout le monde connaît. Donc c'est essayer de s'approprier ça aussi, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être français ? Donc Moulin Rouge, la Tour Eiffel, du Pilat, enfin il y a plein de petites choses cachées dedans. Et quand je te dis que j'apprends encore des choses sur ce que nous a apporté la danse, c'est que le travail il a été monstrueux sans qu'on s'en rende compte, nous les joueurs. Et Jérôme Daré et Laure Montaz ont réussi à faire quelque chose d'énorme. Travailler avec Laure Bontas pour aller décrocher l'or aux Jeux Olympiques. On va parler un peu de la compète. Moi, j'aimerais savoir la première entrée au Stade de France, ce match contre les États-Unis, sans même parler du match en détail et le résultat, mais juste ce tunnel, cette entrée dans ce stade blindé, acquis à votre cause. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Mec, c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. Nous, les tunnels, généralement, tu es face à l'adversaire, en ligne, en colonne, je veux dire, et chacun rentre sur le terrain, quoi. Là, on n'était que nous. Donc, les Américains étaient déjà rentrés. Et on n'était que nous, et on était divisés en deux, on était en 2 colonnes, et en fait, on devait rentrer comme ça, et en fait, voilà, instinctivement, tu commences à compter pour savoir avec qui tu vas te recroiser, tu vois. Et là, le speaker arrive et il dit faites un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de France qui va faire leur entrée dans les Jeux Olympiques. Et là, mais le stade, mais j'ai jamais entendu un truc comme ça me donne des frissons. Tu m'étonnes. Et en fait, là, je me dis non, mais c'est quoi ça ? Je passe la tête un peu entre les deux panneaux et là, je vois que directement, je vois le 3e étage du Stade de France plein à craquer. Waouh ! Là, j'ai encore la chair de poule. Et en fait, justement, à ce moment-là, je me retourne et je regarde le mec avec qui je vais rentrer. C'est Antoine Zegdar. On se regarde dans les yeux et on se sourit. Et on sourit, une excitation, on a envie de rentrer. Et là, on rentre dedans, on rentre dans l'arène. Et là, t'as une montagne de bruit et d'émotions qui commencent à remonter. T'as le cœur qui bat à la chamade et tu te dis, waouh, c'est incroyable. C'est maintenant, c'est tous les moments qu'on a vécu. En fait, j'avais même pas essayé d'imaginer ce moment-là. Et en fait, tu rentres et là, déflagration. Tu te prends des claques de partout. Et Tu perds tes moyens un peu ? Ou tu arrives tout de suite à te reconnecter au truc et de te dire allez, je vais sur le terrain, je vais à la castagne. Ouais, non, en fait, là, tu peux... Enfin, je vois pas trop comment, là, à ce moment-là, on puisse divaguer et sortir un peu de l'objectif. C'est-à-dire que tu arrives, ok, là, tu arrives sur le terrain il est magnifique, l'herbe elle est coupée au millimètre, tu as une espèce ouais, tu as le dessin des JO qui est en plein milieu du terrain, c'est magnifique. On a la photo juste Ouais, ici, voilà, hein. exactement. Elle est magnifique. Hein. Et c'est juste, tu te dis, waouh, ok, c'est parti.
Les États-Unis, on aimait bien les jouer en plus. Tu te dis, bon, c'est un match, normalement, ça doit bien se passer. Et voilà. Donc, et moi, je me souviens, je ne commençais pas ce match-là. Je vais sur le banc, mais tout le monde sur le banc, on était prêt à rentrer, quoi. Tu vois, on était prêt à aller au coup d'envoi, à sauter, essayer de prendre le ballon à deux mains, mettre le genou dans la côte de l'adversaire. Enfin, on était tous prêts là, à ce moment-là. On va pas revenir sur tous les matchs, on n'aura pas le temps, même si j'aurais bien aimé, vraiment. Nul contre les États-Unis, victoire contre l'Uruguay, défaite contre les champions olympiques en titre, les Fidjiens, quart de finale. Contre, tiens, les Argentins, vos adversaires, vos rivaux numéro 1. Ça a été le match un peu déclic, un peu référence des Jeux, celui où vraiment vous vous êtes dit, OK, après avoir gagné ce match-là, il reste 2 matchs pour aller au bout, mais ce match qu'on vient de remporter face aux Argentins, c'est ce qui va nous lancer pour la suite. Forcément, le match du quart de finale, c'est le match le plus piège. Tu sors des poules, peu importe que tu aies gagné, perdu, si tu es qualifié en quart de finale, là, le niveau, il monte d'un cran. Et si tu perds en quart, la médaille, c'est ça aussi. Et donc, c'est celui qui va te lancer ou qui t'arrête. C'est le match peut-être le plus important d'un tournoi. Je ne parle pas des demi-finales, finales, mais c'est le match le plus important. Et alors, Jérôme, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec moi, mais pour moi, le match qui nous a le plus lancé dans la compétition, c'est la défaite face aux Fidji. Ouais. Paradoxalement, on sort un match qui nous ressemble bien, où on met tous les ingrédients qu'il faut, et les Fidjiens arrivent à faire un match d'exception. Et il faut accepter parfois de se dire, l'adversaire a été meilleur. Alors on est rentré dans le vestiaire, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de déception, mais on était qualifié, donc le job is done, tu vois. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on avait joué un match digne d'une médaille olympique. Et avec tous les ingrédients qu'on y a mis, on a retrouvé notre jeu et je me suis dit, OK, c'est bon, là on est lancé, quoi. Parce que les 2 premiers matchs, on était un peu frileux, peut-être qu'on avait peur de faire des erreurs et en fait ça ne nous a pas trop réussi. Les défenses adverses ont réussi à nous étouffer, là où on était meilleur en attaque forcément. Et je pense que ça a été un gros déclic, les Fidjiens. Et après, le match le plus important, effectivement, c'est l'Argentine, parce que c'est le quart de finale. Ouais. Ouais, ce quart contre l'Argentine, vous le remportez 26-14. Demi contre l'Afrique du Sud, vous gagnez aussi avec un match XXL de votre part. La finale, elle a lieu quelques heures après. Ouais. Vous faites quoi entre la demi et la finale? Comment ça se passe? On reste un peu chacun de son côté, dans sa bulle, on va... Ouais. Là, on active le protocole de récupération qu'on active à chaque fois après chaque match. Donc on rentre, on fait les bains froids, on a une collation. Donc ça peut être shaker avec un smoothie avec un peu de protéines dedans. Ça peut être de la collation, aller au self, manger un peu de dinde, du poulet ou des féculents, etc. si on a le temps. Et après, c'est revisionnage de notre match, visionnage du match de l'adversaire, une sieste si on peut. Ouais. Et faire une sieste. Moi, j'ai réussi. Ah ouais, tu arrives à dormir avant une finale? Avant la finale, je n'ai pas faite, mais toute l'équipe l'a faite. D'accord. Ok. Mais c'est hyper commun, de faire des siestes. Et puis en même temps, émotionnellement, je pense que ça nous a déchargé les batteries. Tu vois, les matchs étaient durs, mais émotionnellement, ça nous a pris énormément d'énergie. Ouais. La finale contre les Fidji, donc vous avez perdu déjà en poule contre eux, mais tu l'as dit, c'est un match référence, même si c'était une défaite. Tu te dis en entamant cette finale, OK, on a perdu contre eux, ils ont encore été immenses dans ce match-là, mais on peut quand même les taper. En finale, on a le niveau, on a les capacités pour le faire. Ouais, franchement, on entame tous le match sans avoir pensé au match précédent en poule. Okay. Et en fait, c'est tout simplement, on s'est dit, non mais les gars, on va pas s'arrêter, quoi. Ouais. Et en fait, il y avait une énergie, mais quand on s'est réveillé de la sieste, il y avait de la musique, ça dansait, ça chantait, c'était incroyable. Et à un moment donné, 15 minutes avant de sortir à l'échauffement, bulle, tout le monde focus. Les visages ont changé, ça chantait un peu, mais c'était focus, quoi. Tu te rappelles des derniers mots que vous dit Jérôme Daré, votre coach, ou un joueur qui prend la parole, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu vraiment un truc qui t'a marqué? Non, parce que là, à ce moment-là, on est transcendé. Ouais.
t'es transcendé. Ouais, t'as pas besoin de discours en fait. Ouais, bon, ouais, c'est ça. T'es prêt. C'est ça, t'as juste des regards, ouais, tu te sens, tu te serres, C'est le côté animal, bestial en fait là qui ressort. Ouais, total. Après, Fidji, il y a beaucoup de. Faut rester lucide avec les Fidjiens parce que si tu commences à sauter sur le premier qui a la balle, t'oublies qu'il y en a 4 autres derrière qui vont recevoir le ballon, tu vois. Donc il faut rester lucide et en même temps, il faut mettre énormément de combats parce que c'est des joueurs où c'est difficile de faire tomber et en fait, dès que tu les fais tomber, c'est une opportunité de récupérer la balle et c'est à ce moment-là où il faut que tu arrives à te remettre sur les pieds le plus vite possible. Donc il y a un truc d'endurance aussi qui est primordial face à eux. Et en plus, ça a été le match le plus tactique qu'on ait jamais joué. Parce que le match, il n'a pas été d'une intensité folle, mais c'était des mêlées, des touches, des coups de pied arrêtés. Et en fait, ça a été, pour l'avoir revu plusieurs fois, ça a été toute notre maturité, elle est dans ce match-là. Match de dingue, victoire 28-7, Antoine Dupont qui inscrit 2 essais. Le coup de sifflet final, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets par terre, tu t'en reviens pas? Est-ce que tu sautes les bras d'un coéquipier? Tu cours partout? Qu'est-ce que tu fais? Là, en plus, on le sent venir, tu vois, et au final, ça se termine sur cette cocotte qu'Antoine Dupont, en plus, marque. Enfin, à ce moment-là, on attendait que ça se termine, etc. Donc là, ça se termine. Là, je vois Jérôme Daré qui est juste à côté de moi. Je le prends dans mes bras et je le remercie. Je sais même plus ce que je lui dis, mais je pense qu'on ressent toutes ces émotions. On arrive à se les transmettre sur ce câlin, tu vois. Et puis après, là, à ce moment-là, je cours vers les mecs qui sont sur le terrain et là, c'est fou. C'est fou et je pense que la première émotion, c'était un espèce de soulagement, de me dire ça y est quoi, tu vois, genre limite je peux mourir en paix. C'est ça. C'est assez marrant que tu parles de Jérôme Daré tout de suite parce que je suis retombé sur un briefing avant même que les Jeux ont commencé où il vous explique que si vous gagnez les Jeux, vous êtes au pic de l'Olympe. Ouais. Et sur le pic de l'Olympe habitent les dieux. Exactement. Donc si tu gagnes les Jeux, tu deviens un dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on est sur le podium, la médaille d'or autour du cou, on se sent au-dessus de tout, on se sent comme un dieu? Bien sûr. Surtout en France. C'était juste incroyable. Et les quelques jours qui ont suivi, on était encore dans l'Olympe. Hein. Et en fait, tu te rends compte que... Enfin, c'est pas que tu te rends compte, mais tu te dis, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Je suis médaillé, champion olympique. C'est démesuré totalement. Enfin, ça nous déconnecte totalement de la vie réelle. Et il faut faire attention à ça. Mais c'est un sentiment de taré. Ouais. C'est un sentiment de taré. Il nous reste très peu de temps. Stéphane, une petite question sur Los Angeles 2028. On se projette évidemment, tu seras de la partie. Ouais. Ouais, à fond. En quoi tu seras différent? En quoi le Stéphane Parez de 2028 sera différent de celui de 2024? Alors, je serai beaucoup plus dans l'accompagnement des jeunes joueurs qui sont arrivés justement après Paris 2024. Donc, j'ai toujours cette posture de leader, mais j'espère être dans la compétition en tant que joueur à fond, etc. Mais j'aurai une grosse partie de leader derrière. J'aurais laissé beaucoup de travail de managérial, on va dire, un peu au sein de l'équipe pour faire en sorte que l'équipe roule le mieux possible et à travers l'expérience qu'on a pu vivre pendant ces JO. On voit quelques images du stade où va se dérouler la compétition. Bon, c'est pas le Stade de France, hein, mais c'est tout de même pas mal et on sait que les Américains savent faire le spectacle. Ouais. Donc ça réserve des jeux monumentaux. C'est clair. Antoine Dupont, de la partie ou pas, il y a des infos au sein du groupe Il est pas fermé à ça. Fermé. Je pense que s'il voit qu'il y a possibilité d'aller chercher une médaille, je pense qu'il viendra. Lui, il est encore plus jeune que moi, donc ça va aller pour lui, je pense. Et d'ici là, je pense que l'aventure était tellement belle à Paris que, pareil, tu vois, je pense qu'il serait bête de s'en priver. Donc
Donc ouais, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il puisse être de la partie, mais ça c'est que mon avis personnel. Et J'ai si aucune ça peut encore information. plus le convaincre, on sait qu'il est très lié aux États-Unis aussi. Hein. Il a des Ouais. parts à Los Angeles dans la Exactement, franchise ouais. de MLR. Donc voilà, peut-être avoir encore un autre très très beau scénario à Los Angeles clair. en 2028. Stéphane, on finit l'émission sur une petite note rigolote, ok? Allez, c'est Une parti. petite tier list. Allez, C'est parti, c'est tout fait tout flamme. Alors, donc j'explique rapidement pour les téléspectateurs, la tier list, vous connaissez 5 catégories. Stéphane va classer des éléments parmi ces 5 catégories, du meilleur au pire. Je te laisse la tablette, Stéphane. Tiens, hop, je te Let's laisse go. un peu nous expliquer très rapidement tes choix. On a vraiment plus beaucoup de temps. ok. Bon, la troisième mi-temps, moi j'adore. Hein. Ouais. Mais faut pas trop, Pas trop en abuser. Ouais, faut pas trop en abuser. Donc je mets en feu de camp parce que c'est quelque chose qui soude un groupe quand même, mais il faut pas trop en abuser. Akon, mec, ça c'est beau. Ah, j'ai envie de le mettre en feu de camp, mais en même temps c'est Eh ouais, Akon, tu vois. Allez, flamme olympique. je suis d'accord, ouais, tu flamme vois. olympique. Les Avengers, ok. Moi je mets Sassandre. Eh ouais. Ça va faire jaser un peu. Avengers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui adore, mais bon, voilà, c'est. Ben les goûts, ouais, les couleurs, hein. Après, j'en ai pas beaucoup vu, donc peut-être que je rate quelque chose, mais le ballon rond, eh ben, j'aime bien le ballon rond. J'aime bien jouer quand même, mais j'ai du mal un peu à suivre. Ouais. J'ai quand même suivi la finale de la CAN, qui Ouais. était un très beau match. Voilà, oui. Franchement, au niveau intensité, c'était Oui, oui, incroyable. oui. Moi, j'ai adoré. Bon match. Je mettrais au feu de camp, quand même. Ok. Voilà. Supporter du Real, Marseille, pas forcément. J'aime bien Paris. bien Paris. En vrai, j'ai pas d'équipe, mais je suis allé voir la finale de la Champions League. Où il y avait énorme. Paris. Ok. Donc, Bon. je pense que c'est eux qui m'ont donné le plus envie de. C'est parfait, ça va faire plaisir Qui m'ont donné le plus d'émotion. à Donc, tous les collègues en régie. Donc c'est eh très ouais, moi, j'habite à Marseille en plus. Je vais me faire défoncer. Cauchemar en cuisine. Ouais, ça, c'est honteux, ça. bien. Eh ouais. Ça, j'aime pas ça. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais Stéphane, grand cuisinier, tu as un diplôme d'ailleurs en cuisine et tu as comme projet d'ouvrir un restaurant. Exactement. Ça c'est mon projet. Stephen Curry, un peu trop arrogant pour moi. Après, il a beaucoup de talent. Ouais, non, mais j'ai un peu de mal. Donc, Tu pourrais pas faire comme lui, tu sais, après avoir marqué un essai, lui quand il marque un 3 points, il faisait son fameux truc Night ouais, là. non, c'est un bâtard, franchement. Non, mais il n'y a pas trop de respect. Après, les Américains, ils aiment bien Eh ça, oui, le le trash chambrage et talk. tout Le ça. trash Danse avec les stars. Je regarde pas, mais en vrai, franchement, c'est un truc j'aimerais bien y participer. Alors, je le mets au briquet. Allez. Invictus, bah forcément, ça va tout là-haut. La pochette, la médaille, celle-ci, elle est. Oh non, oh j'ai eu peur. Eh oui, pochette Elle est à tout médaille. en haut, que Roman Dico m'a Exactement. confectionné. Et franchement, je l'ai encore et je l'utilise tout le temps. Franchement, c'est incroyable. Elle est très belle, regarde, on a une petite image justement, une petite vidéo, la confection de cette pochette à médaille. Salut Roman, bon j'espère que tu vas bien. Je te fais ce petit vocal pour te dire que j'en avais marre de trimballer ma médaille dans une chaussette et je voulais voir avec toi si c'était possible que tu me fasses une petite pochette, un truc un peu stylé qui peut la sécuriser aussi quand je voyage. Moi si ça te chauffe et si t'as le temps surtout de me faire un petit truc comme ça et je t'en serai gré et très reconnaissant si c'est possible. Je te dis à très vite, gros bisous. Elle est magnifique. Hein. Bravo à Roman Dico. Ah, bah, elle a été trop forte. Elle a même mis sa petite étiquette et tout. ouais, enfin, ouais. Tu vois. C'est pro. C'est Ouais. pro, c'est beau, c'est pratique, c'est utile. Mais c'est vrai. Mais t'imagines, avant, je la trimballais dans une chaussette. Donc, elle est trop belle. Ouais, bravo. Et n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs, Roman Dico sur les réseaux. Il fait plein de petits trucs comme ça, c'est Roman super. Dico qui a Ouais. fait la une de l'équipe récemment. Exactement. Et, Roman Dico Couture. Ouais. Qui fait des trucs, je crois, elle est sponsor chez Nike. Mhm. Et en fait, elle arrive à prendre du coup toutes les dots qu'on lui envoie. Et elle commence à les découper et tout ça. Et elle fait des trucs canons. Franchement, allez-y, allez la suivre parce qu'elle est vraiment, vraiment forte. Et puis en plus, c'est une amie. Il te reste quelques. Ouais, il quelques m'en trucs, reste deux. Donc le rugby à 15, forcément en haut de la liste. Allez. Même si je regarde pas ça tous les week-ends, mais j'aime bien regarder l'équipe de France. Et mon Juju Joule, qui est un peu dans le dur là ces temps-ci, mais feu de camp quand même, ça fait Ah, toujours quand du même. bien. Ouais, ouais. Ok. La dernière question, tiens, donne-moi la tablette, Stéphane. Tu dois choisir entre Akon, Invictus, la pochette à médaille ou le rugby à 15.
La pochette à médaille. La pochette à médaille. Ah ouais, Allez, toujours. bon choix. Très bon choix. Tiens, dernière petite surprise pour toi, Stéphane, avant de conclure cette émission. Un petit message d'un pote. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Steph, j'avais 2 petites questions pour toi. La première, c'était, voilà, vu que tu es un parieur fou, moi j'ai un peu un trou de mémoire, j'espère que toi tu ne l'auras pas, mais tu me dois 2 restos et je me souviens plus vraiment pourquoi. Donc je sais pas si toi tu t'en rappelles. Et non, plus sérieusement, la deuxième question, voilà, pour Steph. Steph, c'est ta 13e année dans l'équipe de France A7. Voilà, c'est une longévité incroyable. Pour moi, tu mérites ta statue à l'entrée de Marcoussis puisque tu as fait énormément pour cette équipe. Donc voilà, je voulais savoir quel était le secret pour durer aussi longtemps. Donc j'espère que tu arriveras à nous expliquer ça en moins de 1000 caractères. Voilà, je te fais de gros bisous et on se voit très vite. L'enfoiré. Antoine Zegdar. Il y a une question, j'ai pas envie d'y répondre, mais je vais quand même répondre. C'est le pari qu'on a fait pour les 2 restos. Ouais. Avec Antoine Zegdar, quand on est en tournoi ou même en stage, on est toujours en chambre ensemble. Et en fait, je sais pas ce que j'ai, mais on va pas dire que je suis pétomane, mais je peux péter sur demande, tu vois. D'accord. Et, Moi, je te demande là, je peux peut-être en sortir un, tu vois. D'accord. Bon, mais on va éviter quand même. Et donc du coup, je lui avais dit un jour, écoute, vas-y, là c'est la dernière fois que tu m'entends péter. Et du coup, j'avais commencé un peu à essayer de les étouffer, à faire en sorte qu'ils n'entendent pas, tu vois. Après, je peux les contrôler, mais il y a des moments, il faut les sortir, tu vois. Et bref, à un moment donné, il m'a eu, et du coup, je lui dois 2 restos, j'en ai déjà fait un. Et voilà, et puis après, bon, le secret de la longévité, je lui retourne un peu, parce que lui, il est surnommé le druide dans l'équipe. Il a plein d'huiles essentielles, etc. Et je pense que d'être à son contact, ça m'aide à avoir des années en plus. Bah, merci pour tout, Stéphane. Tu vois, t'aimes pas les Avengers, mais on a Pétoman avec nous. C'est quand même. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vois. Pétoman. Bah ouais, c'est vrai, parfait. Merci beaucoup, Stéphane. C'était un régal. Franchement, hyper intéressant. Je te souhaite une très très bonne continuation dans tous tes projets. Merci. Le rugby à 7, la cuisine et tout ce qui s'ensuit. Merci, ma poule. Merci beaucoup, Stéphane. Je remercie toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Clément Ritter au son et Sylvie au maquillage. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.